Les amis d'Africa TV Network, aujourd'hui, on a entendu Yori Kago Museveni parlant à Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a offert que l'Ouganda était ouvert à la coopération avec la RDC en matière de carburant. C'est pourquoi, dans l'émission du matin, je me suis dit, l'Ouganda privilégie le pétrole à la place des conflits ou de l'idéologie, un peu s'écartant au modus vivendi qui sont habitués depuis 30 ans avec son copain Paul Kagame. Alors, pour de comprendre, de décortiquer la question de carburant, c'est un sujet très technique parce que dans le lac Albert, il y a un bloc pétrolier dont Museveni a mentionné. Alors, pour en parler, j'ai un ami qui est expert, hein, Monsieur Roger Lokakao, qui va nous donner un peu de vérité là-dessus. Hein. Si j'ai massacré son nom, il va devoir les corriger d'entrée de jeu quand nous commençons l'émission. Bonjour, Monsieur Roger. Bonjour, Monsieur Blaise. Content d'être dans ton émission et Oui. je dis bonjour à tous les internautes qui nous suivront. Mhm. Alors, je rappelle que vous intervenez à partir de Denver, au Colorado. Vous êtes un expert en hydrocarbures. Alors, le président Museveni a lâché que nous allons partager les richesses dans les blocs pétroliers. Comment ça va aller exactement parce que vous êtes expert du domaine? Ça marche comment? Euh, D'abord, j'aimerais expliquer sur en en ce qui concerne le réservoir commun que nous avons Mhm. sur le lac Albert. C'est-à-dire qu'il y a un réservoir qui est du côté de l'Ouganda et du côté du Congo. Alors, je me rappelle qu'en 2000, vers 2009-2010, Oui. il y avait déjà un problème avec ce réservoir-là, où il y avait une compagnie dénommée Capricat qui s'était accaparée de ce réservoir-là après le travaux de prospection de Tulal Oil, qui avait déjà travaillé dessus. Mhm. Et Mhm. Tulal Oil travaillait aussi du côté de l'Ouganda. Et alors, il paraît qu'il y avait certains politiciens de l'époque qui s'étaient accaparés de ce réservoir-là et ils voulaient aller peut-être le vendre sur le marché international. Alors, Toulal avait déjà intervenu, avait Mhm. déjà communiqué à la grande partie de toutes les compagnies pétrolières que non, nous avons fait le travail de l'autre côté du Congo et que ce réservoir-là, ils avaient un peu le droit sur ça. Et alors, quand nous nous sommes rendus au Congo pour essayer un peu d'expliquer au ministre de tutelle à l'époque, je me rappelle que la réponse que j'avais reçue, c'était que c'était un problème de sûreté nationale. Sûreté nationale. OK. Nationale. Mhm. Alors, je ne pouvais pas faire quelque chose d'autre et j'étais rentré. Maintenant, quand j'ai appris que on venait de ravir le réservoir à Dengatl, rappelez-vous, le président Félix a fait, on a ravi les contrats qu'il y avait entre Dan Gattler et le Congo pour qu'ils remettent, pour qu'on lève ces sanctions au niveau des États-Unis. Mhm. Je crois que parmi ce qu'on a récupéré, c'était ce réservoir-là. Alors, c'est, selon tout là, on dirait que le réservoir peut aller au-delà de 2 à 3 milliards de barils de pétrole. Wow. Et quand je dis cela, c'est-à-dire que c'est une production d'au moins 20, 30, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que même nos générations futures peuvent toujours bénéficier et travailler. Bénéficier, oui, des dividendes de ces carburants-là. Mhm. Voilà. Maintenant, je viens de suivre le, le président Museveni dire dans son résumé de ce qui s'est passé avec la délégation congolaise que nous avons, ils ont parlé de l'utilisation des infrastructures qui sont déjà au niveau de l'Ouganda. Parce que je l'ai très bien suivi, il a dit que le Congo voudrait utiliser les infrastructures qui sont au niveau de l'Ouganda. Alors, quand je regarde le niveau où l'Ouganda a déjà atteint, c'est-à-dire que l'Ouganda produit déjà le pétrole. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai lancé une sonnette d'alarme pour interpeller au moins les gouvernements congolais à pouvoir commencer peut-être la production du pétrole de ce côté-là. Mais jusque-là, nous, de notre côté, nous dormons encore. C'est-à-dire que
Nous n'avons pas encore commencé à faire le forage, nous n'avons pas commencé à produire, ce qui fait que même ce que Museveni venait de dire, le président Museveni venait de dire, si nous commençons la production, enfin le forage aujourd'hui, c'est-à-dire que le Congo aura au moins 2 ans pour commencer à produire et utiliser le pipeline qu'il y a en Ouganda pour le transport du brut. Donc voilà Donc, au nous moins, avons 2 ans de retard par rapport à tous ces projets-là. si nous commençons aujourd'hui et Maintenant, que commençons aujourd'hui. si nous commençons aujourd'hui et que nous sommes vraiment dans le bon et avoir une bonne équipe qui peut commencer le travail dès aujourd'hui. Et ce n'est pas le financement qui manque au gouvernement congolais. Je vous informe que le domaine du pétrole produit déjà un peu d'argent dans le budget de l'État avec la production de Mwanda. Alors, si nous divisons la production en deux avec Perenco, nous avons Perenco nage en moyenne à, je dirais, 20 000 barils le jour. OK. Ça, c'est ce qu'ils nous disent qu'ils produisent. Ce n'est pas ce que nous contrôlons, parce que la RDC ne contrôle pas la production de Perenco. Ça, je tiens à le souligner. Et alors, si nous avons déjà l'argent qui entre dans la caisse de l'État, qui provient du pétrole, nous pouvons enlever un certain pourcentage, investir avec une bonne équipe, des experts qui s'y connaissent, et nous pouvons produire le pétrole d'ici 1 année et demie, 2 ans. Et là, maintenant, nous pouvons utiliser le pipeline et la raffinerie qui pourra peut-être être en construction du côté de La la Tanzanie. Tanzanie. Voilà. Mais pour le moment, je me dis que la RDC n'a rien à mettre sur la table, quel que soit l'accord qu'ils viennent de signer, parce que nous n'avons pas encore commencé à produire les bruts. Voilà un peu ma réponse sur ça. À mon sens, j'ai toujours entendu, vous êtes expert du domaine, confirmez-moi, corrigez-moi si j'ai tort, que pendant les forages, l'Ouganda a dû forer de manière diagonale. C'est que déjà à une certaine distance, on peut atteindre le carburant côté congolais parce que c'est un bloc commun. Maintenant, si Museveni offre venir un peu partager, c'est que en quelque sorte, ils sont venus s'accuser auprès de Kinshasa que dorénavant, nous voulons cesser les vols que nous faisions sur votre barbe. Maintenant, on va contribuer au bloc commun parce que le bloc est commun. Le bloc est commun, mais depuis, je dirais depuis plus de 20 ans maintenant, nous faisons le forage horizontalement. C'est-à-dire, nous commençons verticalement, n'est-ce pas? Nous allons peut-être jusqu'à 1 kilomètre. Kilomètre, oui. Oui, peut-être que c'est là où il y a le réservoir, n'est-ce pas? Le réservoir est à 1 kilomètre. Maintenant, le réservoir, il est comme ça. Oui. C'est sur une natte. Maintenant, nous allons commencer de l'horizontale, nous avons maintenant commencé à aller maintenant horizontalement dans le forage. Maintenant, quand nous forons maintenant horizontalement, c'est-à-dire que tout le carburant qui est tout autour de cette nappe-là est pompé du côté où il y a le puits. Donc, voilà un peu comment le forage se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les puits verticalement. Non, maintenant, on fait verticalement un et puis on va horizontalement. Et sur le même vertical-là, nous pouvons aller dans toutes les directions possibles, c'est-à-dire dans les 360. Même vers les frontières naturelles, vers les eaux ougandais ou congolais. On peut traverser vers les eaux congolaises. Oui, parce que nous pouvons aller à 2-3 kilomètres de l'autre côté. OK. Ce qui fait que quand nous allons maintenant mettre la pompe au-dessus pour pomper, on va pomper tous les carburants qui viennent de cet environnement-là. Ce qui fait que vous ne saurez pas dire que les autres ont exploité notre pétrole parce que nous n'avons pas encore les instruments et les gens capables, c'est-à-dire les ingénieurs en réservoir, les ingénieurs en forage, tous ces gens-là, nous n'en avons pas encore au Congo. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté sur l'utilisation peut-être de l'expertise congolaise qui est à l'extérieur, qui peut venir et donner les perspectives pour que nous puissions peut-être commencer le forage.
Et c'est la même chose qui se passe du côté de la zone d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Je vous informe que depuis des années, les délégations ne font que se rencontrer, Dans mais ils n'ont Kayemba. jamais trouvé, voilà, ils n'ont jamais trouvé un point d'entente. Je ne sais pas s'il y a des secrets, mais à ma connaissance, la délégation congolaise et la délégation angolaise n'ont jamais trouvé un point commun pour nous dire exactement combien ils nous doivent. Parce que l'Angola pompe déjà ce pétrole-là depuis plus de 20 ans. Et la production de l'Angola, je dirais 30 à 35% de la production de l'Angola vient de cette zone-là. C'est-à-dire que nous avons aussi droit à ce pétrole-là. Mais malheureusement, la plupart de nos délégations sont composées par les juristes. Je comprends que nous devons avoir les juristes parce que c'est les droits Oui. internationaux. Mais nous n'avons vraiment, je n'ai jamais vu, chaque fois que je vois la liste, je ne vois pas les experts vraiment qui peuvent aider notre délégation à vraiment convaincre l'Angola que non, ça c'est notre pétrole. Et ce qui fait que l'Angola joue avec ses caprices. C'est-à-dire, ils peuvent venir ou ne pas venir. Eux, ce n'est pas leur problème parce qu'ils pompent déjà le pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entendre avec l'Ouganda, comme Museveni s'est ouvert? On dit, bon, comme pour forer, arriver dans les capacités, ça va prendre 2 ans. En attendant, vous pouvez extendre votre tuyau côté congolais, comme ça on partage les royalties. Et ça marche comme ça en termes de production pétrolière, vous êtes dans le domaine? Non, parce qu'eux, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent Hum. pour l'exploration et le forage et tout ça. Mais non, tout leur argent qu'ils ont dépensé là, parce que la dernière fois que j'étais de l'autre côté, j'avais Hum. trouvé qu'ils travaillent avec les Chinois, vous voyez, et Total aussi qui était de l'autre côté. Donc, ils ont déjà dépensé peut-être au-delà de demi-milliard et que maintenant ils vont pomper et que si nous continuons à dormir, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est la volonté qu'il a exprimée. Je Oui, comprends bien, c'est pour qu'on fasse ça dans un climat de paix, parce qu'au-delà du carburant, il y a aussi la route d'intérêt national ougandaise, au pays de Cassidy qui l'intéresse aussi. En contrepartie, il nous offre cette paix-là. Donc, tacitement nous dit, vous, soyez calme, moi je pompe mon carburant jusqu'à ce que vous serez prêts. Donc là, on parle de 2028. exactement. Parce que quand il dit que nous allons, parce qu'il fallait suivre ses paroles très correctement. Il Hum. a dit le Congo veut utiliser les infrastructures qui sont en Ouganda. Déjà Et les installé. infrastructures Déjà déjà installées. installé. Ok. Hum. Et il a dit le pipeline. Hum. Et le pipeline, c'est le dernier ressort, c'est-à-dire que c'est le C'est transport. le transport ou la logistique. Hum. Voilà. Maintenant, mais nous, qu'est-ce que nous mettons sur la table? Quel est le but que nous allons maintenant donner à l'Ouganda pour l'acheminer vers l'océan ou les raffineries qui seront construites quelque part? Donc, il sait ce qu'il dit, parce qu'il sait que le Congo n'a pas encore commencé à produire le pétrole et que ça leur prendra du temps pour produire le pétrole. Voilà pourquoi je tiens à signaler que nous devons commencer dès aujourd'hui à réfléchir sur ça, à mettre les moyens, parce que toutes les grandes compagnies, ils viendront quand nous, on aura déjà commencé à faire quelque chose de concret. Et l'Ouganda l'a fait, parce que l'Ouganda a commencé à financer personnellement la prospection et la production. Alors, la zone étant une zone d'intérêt commun, est-ce que on ne peut pas dire, comme c'était notre zone d'intérêt commun, nous dormions, vous avez commencé l'initiative. Comme maintenant vous avez dit la vérité, on veut se rattraper. Il n'y a pas moyen qu'on fasse ça en symbiose, parce que c'est une question d'intérêt de toutes les façons. Oui. Ça sera difficile de les convaincre parce que c'est le même problème que nous avons avec l'Angola. L'Angola ne veut tout simplement pas céder à tout ça. Et quand vous regardez, c'est peut-être que le pouvoir politique ne veut pas aussi entrer en contradiction avec le gouvernement angolais, parce que nous sommes peut-être dans une position de faiblesse sur le plan politique, Hein? politico-militaire. Vous voyez. Et ce qui fait que les ministres se rencontrent, mais il n'y a pas de conclusion pour dire que non, l'Angola peut nous dire, OK, nous vous devons par exemple 5 milliards pour tout ce temps que nous avons déjà pompé. Mais même s'ils nous disaient cela, qui vous dit que c'est la vérité? Parce que c'est comme si nous Hein? commençons à le supplier pour le domaine qui,
dont nous avons tous les intérêts, les mêmes intérêts. Maintenant, quel est le degré de faisabilité? Vous avez été en RDC, vous avez été à Kinshasa, vous avez côtoyé les milieux pétroliers, les milieux aussi des politiciens congolais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une faisabilité des choses à ce stade? Je crois que si chaque fois que je suis au Congo, je crois qu'il y avait même une émission sur la RTNC, Le Monde des hydrocarbures. Je passais à tout moment sur cette émission-là pour expliquer le bien fondé du pétrole, quels sont les avantages. Parce que si nous commençons aujourd'hui à produire le pétrole, je vous dis, aujourd'hui, l'Ituri sera la province, l'une des provinces les plus riches en termes de revenus. Donc, ce que nous voyons peut-être du côté de Kolwezi, ça ne sera pas peut-être la même, ou ça peut atteindre la même chose. Mais sinon, le problème, moi, j'insiste sur la classe politique congolaise, Oui. c'est-à-dire nos ministres, nos DG qui sont nommés au niveau de la Sonaïdroc, parce que ce sont ces gens-là qui doivent, en principe, aider l'État à recouvrer leurs intérêts. Pas? Mais quand je regarde la Sonaïdroc, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là et que nous devons la restructurer. C'est une compagnie vraiment à restructurer pour pouvoir aider le pays à pouvoir évoluer dans les domaines de l'exploitation, de la production pétrolière. Mais maintenant, c'est une fois aussi, il y a la loi de 2015 sur les hydrocarbures, n'est-ce pas? Cette loi-là, au chapitre 2, des activités en amont des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à la Sonaïdroc, qui est l'entreprise étatique, n'est-ce pas, de pouvoir faire toutes ces activités ici, c'est-à-dire l'exploration, la production. Sonaïdroc a remplacé CEP, n'est-ce pas? Non, a remplacé Cohydro. Bon, CEP est déjà mort? Parce que moi, ça fait 20 ans non, que je suis dans la diaspora. Non, CEP existe toujours? Oui, il s'occupe du transport et la logistique du carburant qui vient à Mwanda jusqu'à Kinshasa et tout ça. Oui. Mais la société nationale, c'est la Cohydro, c'est l'ancienne Cohydro qui est maintenant Sonaïdroc. Et c'est cette entreprise-là qui doit en principe commencer à faire toutes ces activités. Mais malheureusement, ce que j'ai toujours constaté est que cette entreprise, on dirait que elle est je cherche le bon mot pour ne pas choquer les gens, mais c'est une entreprise qui n'est pas peut-être bien dirigée. Peut-être parce qu'elle est politisée et les gens déjà qu'on a compensé sur le plan politique alors qu'ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas ce qu'on appelle les skills. Ils n'ont pas les qualités, les qualifications pour mener à ce domaine-là pétrolier qui est très complexe, qu'il faut maîtriser. Voilà. Parce que quand vous allez vous visiter Sonaïdroc, vous entrez dans certains départements, vous trouverez que les gens qui dirigent ce département-là ne sont pas forcément des spécialistes. Un spécialiste, oui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. OK. Parce que chaque ministre des hydrocarbures qui arrive, il recommande ces gens. Chaque DG qui arrive, il recommande les siens. Ah, ok. C'est pour la personne qui l'amène, peu importe qu'ils soient du domaine ou pas, lui recommande les gens avec qui il vient. Voilà. Et la plupart ne sont pas du domaine aussi. Ok. Ce qui fait que vous pouvez aller là-bas, vous trouvez que les bureaux sont toujours pleins parce qu'il n'y a pas assez d'espace, il y a beaucoup de gens. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si nous devons commencer à faire un bon travail dans le domaine des hydrocarbures, nous devons restructurer vraiment sérieusement la Sonaïdroc. Si pas la restructurer pour le moment, nous devons, si le chef peut peut-être signer une ordonnance, créer comme ils ont fait avec Air Congo, je crois. Hein? Oui. Air Congo et Congo Airways, ils ont trouvé une très bonne solution. Une nouvelle compagnie qui a démarré qui n'a pas de dette sociale. Voilà. Maintenant, si le chef de l'État peut signer une ordonnance pour faire une compagnie juste pour les activités dont on parle ici, c'est-à-dire l'exploration, la production du pétrole, et donner cela juste aux techniciens, avec un budget. C'est-à-dire, moi, quand je parle du budget, c'est-à-dire je prends peut-être 20% de la production des revenus qui proviennent de la production du pétrole. Alors, si, avec ça, avec le 20%,
nous allons acheter nous-mêmes les plateformes de forage. On peut commencer avec 2, avec 3 ou même avec une plateforme, n'est-ce pas? Et comme c'est au début, nous allons louer la main-d'œuvre extérieure. Entre-temps, nous avons l'UNIKIN qui produit les ingénieurs universitaires. Il y a la faculté de pétrole. De Polytechnique, oui. Non, pas de Polytechnique. Il y a maintenant une faculté de pétrole, précise du pétrole. OK. Oui. Qui produit déjà, ça fait presque 10 ans déjà, les ingénieurs. 10 ans. Et tous ces enfants-là, tous nos enfants-là, ils partent où? Donc, nous les laissons dans la nature et le pays ne s'occupe pas d'eux et le pays a un manque à gagner sérieux dans tout ça. Voilà pourquoi je propose que si le chef de l'État peut vraiment prendre une ordonnance, comme il l'a fait avec Air Congo. Air Congo, oui. Faire juste une compagnie qui va juste s'occuper de la production du brut, parce que son hydroc ne fait rien jusque-là. Ce que je vois est qu'il s'occupe beaucoup plus de stations d'essence et tout ça, ce qui n'est pas vraiment leur domaine. Ils sont dans la textile, dans les forages, dans les sondages, au lieu d'aller dans les jaugeages, je voulais dire, au lieu de passer à aller visiter les stations. Stations, ça c'est un problème purement commercial. Et ça, nous le remarquons même avec tous nos ministres des hydrocarbures. Il n'y a qu'au Congo où vous voyez un ministre des hydrocarbures aller visiter les stations-service. Et les stations, on les visite seulement dans la capitale. Qu'en est-il de l'intérieur? Et le carburant qui est utilisé à l'intérieur. Par exemple, comme on parlait même de l'Ouganda, le carburant qui entre de ce côté-là pour aller en Ituri ou dans les Beni Butembo, est-ce qu'il est vraiment contrôlé? Donc, c'est un peu tout ça qu'il faudrait que des spécialistes congolais se penchent dessus pour que nous puissions évoluer dans ce sens-là, produire vraiment le pétrole. Et si, vous verrez que si nous commençons à produire le pétrole aujourd'hui, tout ce pays-là de la région ne tiendront pas le coup. Dans 10 ans, si nous commençons à produire dans 2 ans, dans 10 ans, le Congo sera déjà au-delà de 250 à 300 000 barils de jour. Et peut-être dans 20 ans, nous allons rattraper l'Angola et tout ça au-delà d'1 million de barils. Et vous ça, c'est une bonne projection, je suis sûr. Mais l'Angola vient d'ailleurs d'augmenter les capacités. Parce que vous voyez, par exemple, Aliko Dangote, ça lui a pris 10 ans pour développer sous le coût de 20 milliards de dollars américains. Vous savez, c'est 10 ans, c'est pas maintenant. Nous, vous avez dit que c'est dans 2 ans qu'ils seront capables de commencer à débuter les forages. Maintenant, pour que le Congolais achète le carburant de l'Ituri, la pompe, travailler localement, c'est un travail de longue haleine. C'est vrai. Mais nous devons commencer par produire. Parce que si nous produisons, nous pouvons vendre. Et quand nous vendons, nous avons plus d'argent pour importer le carburant déjà raffiné. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis, même la raffinerie qui sera construite au niveau de la Tanzanie. Tanga, Tanzanie, selon la projection des autres. Voilà. Mais à long terme, c'est-à-dire, si nous commençons à produire, par exemple, 300 000 barils par jour dans l'Ituri. Tout ça, ça va aller dans la raffinerie parce que cette raffinerie-là voudrait avoir le carburant raffiné tous les jours. N'est-ce pas? Aussi, il faudrait. Si Okay. comme ça, continue. C'est à moins de 150-200 km de l'Ituri. C'est-à-dire que toute la province orientale n'aura plus de problème de carburant. Et nous n'aurons pas, le pays n'aura pas à aller à commencer à négocier avec les importateurs des pompes essence où le gouvernement supplie même l'argent chaque mois ou sur chaque litre acheté par un Congolais. Donc, c'est des projections qu'il faut commencer déjà de maintenant. Si nous sommes agressifs, nous commençons maintenant. Je crois que d'ici, avant que le président Fachi, avant ces 10 ans, on aura commencé à produire. Et si on commence à produire, et que cet argent-là commence à entrer, nous allons maintenant acheter 20 plateformes qui seront tout autour du pays et commencer à faire le forage dans le Sankourou, dans la forêt équatoriale. Parce que même s'il faut parler de la
protection de la nature, de Voilà, voilà. l'environnement, Et dernièrement, on il nous n'y a a que attaqué des là-dessus, on problèmes. nous avait attaqué là-dessus que nous n'avons pas le droit de faire ça parce que, étant un pays majoritaire du bassin du fleuve, nous aurons bassin du fleuve Congo pour, n'est-ce pas, le réchauffement climatique. On nous avait attaqué que c'est irresponsable de l'RDC de commencer à produire de carburant compte tenu de son degré de pollution. C'est un argument qui va toujours nous ralentir ou vous pensez que les politiciens ont déjà fait sauter les verrous? Non, je crois que euh, la technologie actuelle de la Hum, production du pétrole, n'est-ce pas, Oui. nous aide maintenant. On peut mettre une plateforme à un endroit. Je prends par exemple au Mont Galliema, n'est-ce pas, Mhm, chez le président. On met une plateforme là-bas. Nous allons faire le forage même des 50 puits au même endroit. Nous ne serons pas obligés de nous déplacer à chaque instant pour déranger nos animaux ou nos poissons qui sont dans le fleuve Congo et tout ça. Donc, tout ça, c'est parce que nous ne voulons pas, nous, Congolais, prendre nos responsabilités. Et tout ça commence par mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il la place faut qu'il faut. pour pouvoir discuter avec ces gens-là. Parce que quand j'avais vu John Kerry venir, quand on a commencé cette histoire John Kerry, de, oui, de Boudimou, de Boudi, les enchères des blocs pétroliers, 18 blocs pétroliers. Je me rappelle, oui. John Kerry était venu dire voilà. qu'il ne veut pas faire ça. Voilà, vous avez vu John Kerry venir. Oui, je me C'est rappelle, parce oui. qu'il n'était pas devant, il n'était pas devant quelqu'un qui peut lui dire que non, nous pouvons faire. Ok. Parce que dans les montagnes des Rockies ici, nous faisons le forage. Dans le parc national au niveau de Wyoming. Moi, j'ai conçu le puits là-bas, n'est-ce pas? Juste dans la ville de Los Angeles, il y a Mhm. les forages qui se font. Il y a les forages qui se font. Quelle est cette protection-là que nous devons à l'environnement si on ne peut pas protéger l'homme? Voilà pourquoi je dis, nous devons restructurer la Sonaïdroc qui doit prendre ses responsabilités pour pouvoir contrôler tout cela. Nous ne pouvons pas laisser ces gens-là venir nous dicter ce qu'il faut faire. Ici aux États-Unis, nous ferons même dans les fermes des gens. Mhm. Où vous êtes en train de faire le forage, il y a leurs bêtes qui sont là, les cows et tout ça. J'ai vu Donc, À Midland au Texas. voilà. J'ai vu ça à Midland au Texas, oui. Voilà, si vous avez fait Midland, vous avez vu ce Oui, qui oui, s'est j'ai passé. travaillé dans des pipelines, un projet de pipeline à Midland. Voilà. Donc, c'est tout ça. Ces gens-là, ils viennent nous imposer parce qu'ils savent que nous, ils n'ont pas d'interlocuteurs qui peuvent leur dire non, 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 non. Voilà l'exemple chez vous-même, ce qui s'est fait. Donc, c'est un peu tout ça. C'est nous-mêmes qui allons protéger notre environnement. Ce ne sont pas eux qui vont venir nous dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est Donc, nous-mêmes qui allons protéger. Parce que je sais que oui, les gens s'inquiètent à cause de ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, je crois. Vous vous rappelez peut-être, il y avait un problème de déchets toxiques, tout oui, ça, oui, oui, dans les je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, les gens s'inquiétaient sur ça. Mais si nous avons nous-mêmes les gens capables de faire et de protéger notre environnement, nous allons le faire. Ce n'est pas aux étrangers de venir nous le dire. Donc, c'est un peu ça ce que moi je peux dire. Donc, en somme, ce que Museveni a raconté à Félix Tshisekedi, c'est seulement pour besoin de la cause de la consommation, comme dans la paix. Maintenant, il y a là un aspect du partenariat stratégique américain, parce que j'ai vu une délégation américaine importante. Permettez que je pose cette question parce que j'ai fait des analyses géopolitiques. Vous êtes un expert en carburant. Je sais que c'est pas un domaine de prédiction pour vous, mais comment est-ce que vous pensez le fait que les Américains sont là? On a un deal avec les Américains, un partenaire stratégique, et ils sont là pour n'est-ce pas, participer à l'investiture de Museveni. C'est que Museveni, ça, bah, s'il fait 7 ans, il aura 47 ans au pouvoir. Il a 40 ans au pouvoir. S'il termine ses mandats, il aura 45 ans au pouvoir. Alors, c'est là ici, j'ai l'impression que les Américains leur donner la chance d'atterrir, de changer les paradigmes. Est-ce que ce paradigme-là ne va pas changer avec les Congos bénéficiant de toutes les opportunités qui sont ouvertes, surtout en termes de carburant? Et je, ce que les Américains sont en train de faire, on dirait qu'ils sont en train de le faire partir en douceur, n'est-ce pas? Parce ils connaissent son état de santé. Ils savent que peut-être qu'il ne fera plus 5 ans. Et pour maintenant commencer à le calmer, il faut lui faire aussi la pression parce que je comprends qu'on ne pouvait pas aller en guerre avec deux ennemis, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda au même moment. Mais on a choisi quand même le choix d'aller contre le Rwanda agressivement
et Museveni peut-être petit à petit. Mais si les Américains peuvent nous aider à le faire partir en douceur, je crois que ça sera une bonne chose pour notre région. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Le Museveni, oui, il est là. Lui, il a déjà compris que non, il nous a dit que non, on va utiliser les mêmes infrastructures. Mais il sait que le Congo n'a rien à offrir sur la table. Voilà un peu ça. Tout en sachant qu'on n'a rien à offrir, il le fait quand même comme une offre. C'est bien pour que les Congolais qui sachent au moins que là, bon, de toutes les façons, c'est la diplomatie, de toutes les façons, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces domaines-là, des coopérations. Il y a aussi d'autres accords qui ont été signés, pas seulement l'histoire de carburant. Mais la RDC étant un pays continent, vous savez que vu la superficie, la dimension du pays, l'interconnexion routière qui n'est pas encore là, n'est pas parler même de la logistique du carburant, parce que vous savez comment le Congo reçoit son carburant. Tout n'est pas centralisé. Il y a du cadran qui vient du sud, il y a les miniers qui importent venant de l'Afrique australe, il y a l'axe qui vient de l'Afrique de l'Est, l'axe qui vient peut-être de l'Angola. Est-ce que dans un avenir très proche, vous pensez que ce sera génial pour les Congolais d'avoir un centre logistique au centre du pays, là où on peut commencer mais à redistribuer des carburants dans tout le pays, où on va commencer toujours à se débrouiller? Quelqu'un vient et prend, il l'amène, des fois par cargo. J'ai vu dans le profond, dans le petit nord là, au Kivu, hein, les gens qui amenaient des carburants par petits porteurs. Je me dis, mais ces carburants vont coûter combien? Qu'on a des difficultés qu'il y a. Vous pensez que on va trouver la solution si on s'est mis à construire, à centrer tout sur un point focal? D'abord, le premier point sera d'avoir une vision commune, n'est-ce Hum, pas, au niveau de l'État. C'est-à-dire, nous vivons pour le moment sans réserve stratégique au Congo sur le pétrole, sur le carburant. Donc aujourd'hui, même si avec cette histoire-là d'escarmouche, la guerre commençait hum, hum, sérieusement, hum, je vous dis qu'on serait dans des sérieux problèmes. Parce que imaginez-vous, l'Ouganda nous attaque, le Rwanda nous attaque, et peut-être l'Angola se fâche. hum. D'où viendrait le carburant pour peut-être même pour Kinshasa? Donc, c'est un sérieux problème que nous devons nous atteler, c'est-à-dire le pays ne peut jamais vivre sans réserve stratégique et maintenant importer, mettre au centre du pays pour pouvoir, et tout cela, on aura besoin, voilà, effectivement, de pipelines que nous pouvons ici Mhm, construire. Parce que mhm, je connais un Congolais ici, un ancien aussi de la faculté polytechnique comme moi, qui est dans le pipeline et à un très haut niveau aussi. Donc, ce sont les intelligences que nous pouvons ramener et travailler. Je sais que la plupart des Congolais, peut-être qui travaillent dans le domaine du pétrole, ne veulent pas beaucoup plus travailler au pays parce que c'est quand vous allez au pays, vous vivez avec le stress, on peut c'est vous beaucoup de risques, oui. empoisonner. Il y a cette incompréhension-là, les informalités qu'il faut Voilà. faire avec. Hum, Pourtant, ici, ils vivent normalement, ils ont leur vie, ils ne peuvent pas envier un ministre. c'est ça, oui. Mais le problème, c'est que nous devons ramener toutes ces intelligences, les mettre ensemble, comme faisait Staline à l'époque en Russie. Mhm. Donc, il pouvait prendre 10 physiciens et les mettre dans une chambre, trouvez-moi cette bombe, et si vous ne trouvez pas, ils vous tuent. Mais nous, on n'arrivera pas à cela. Oui, Mais oui, nous pour les devons. éliminer en disant que ce sont les gens qui font des choses qui ne tiennent pas la route. Voilà pourquoi j'insiste sur une autre entreprise nouvelle qui sera juste là pour l'exploitation du pétrole. Au-delà de ça, Que, qu'est-ce au qu'on peut niveau, conseiller au chef de l'État? Parce qu'actuellement, c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui donne les orientations. Qu'est-ce qu'il peut faire pratiquement pour que les Congolais puissent avoir le pétrole à la pompe d'ici là, compte tenu du projet ougandais? je, je- il faudrait commencer par, s'il n'y a pas moyen de faire une nouvelle compagnie, n'est-ce pas, Hum, de restructurer la Sonaïdroc, c'est-à-dire donner aux mains des spécialistes qui peuvent maintenant commencer qui savent au moins ce qu'il faut faire et ramener maintenant toutes ces technologies pour nous aider à produire le pétrole. Parce que si nous commençons à produire dans 5 ans, 10 ans, on peut même commencer à penser déjà, à réfléchir, à construire notre propre raffinerie au niveau de Moindre. ok. Donc, ce n'est pas, et même pas au niveau de Moindre, parce que si
la route nationale numéro 1 se termine, par exemple, et qu'il y a une autre route nord-sud, n'est-ce pas? On peut faire une raffinerie au centre du pays. Et on sait que dans 8 heures, le camion peut atteindre la frontière. Dans 8 heures, le camion peut atteindre la frontière est, la frontière ouest, la frontière sud, nord. Donc, la distribution sera au moins équitable un peu partout. Parce que quand vous regardez, quand je regarde certaines vidéos sur ce qui se passe sur le prix du carburant au niveau, dans le Grand Kassai, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Donc, c'est un peu tout ça. Nous devons réfléchir à cela. Nous devons réfléchir aux réserves stratégiques que nous n'avons pas jusque-là. Nous n'en avons eu jamais. Il paraît qu'à l'époque, c'était en termes d'argent. Donc, on donnait la réserve, c'était en termes de chiffres, millions de dollars. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était une information que j'avais eue quelque part. Mais nous n'en avons pas. Ce qui fait que le prix peut augmenter aujourd'hui. Demain, vous verrez les importateurs là, chez le ministre des hydrocarbures et de l'économie, Voilà. pour réclamer leur argent. Voilà. La commission, la rétrocession, un montant inutile qu'on peut canaliser à autre chose. Malheureusement, les pays, on prend avantage de la déstructuration du désordre qu'il y a. Les informalités ouvrent un marché. C'est une mine d'or pour eux. Ils ne font pas, je pense pas. Je sais pas, il faut des gens qui sont forts. Si des gens ne sont pas forts, c'est difficile parce qu'ils vont toujours entretenir la mine d'or, la commune, le COP vont continuer. À moins qu'on tape du poing sur la table, on ne veut plus ça pour que ça puisse aller de l'avant. Sinon, le policier congolais, je sais pas. Bon, de toute façon, les politiciens, généralement, il est comme ça. Oui, c'est un peu ça. Donc, je tiens encore à formuler une demande auprès du chef de l'État pour qu'il s'y penche au moins. Parce que c'est un domaine où s'il faut donner le point au chef de l'État, je lui donnerai 0, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas su produire même un seul baril au niveau du Congo, par le Congolais lui-même. Parce que ce qui s'est fait à Mwanda, c'est la Perenco qui le fait et qui nous dit combien ils ont produit. Sans que nous puissions avoir l'expertise de vérifier la vraie quantité. Voilà. Et ce qui fait que vous avez même vu à l'époque de M. Boudimbu, quand il était ministre des hydrocarbures, que les gens de Mwanda avaient commencé à protester pour une somme de 10 millions de dollars qui serait venue de la Perenco, tout ça. Oui, pour arranger les infrastructures, je me rappelle, oui. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et aussi, là où j'ai toujours eu mal, c'est M. Boudimbu, oui, il avait mis le bloc pétrolier sur le marché. Aux enchères, oui. Aux enchères. Mais vous avez vu que ça n'a rien produit. Et celui qui l'a succédé, quand il est arrivé, il a annulé. Oui, il a arrêté d'ailleurs. Donc, on a dépensé l'argent inutilement. On a sorti beaucoup d'argent pour la publicité, la promotion des compagnies qui ont fait des vidéographies, qui ont fait des prospections, tout ça pour rien. Voilà. M. Molendo a annulé ce qui était fait par M. Boudimbu. C'est là où je me dis, est-ce que tout ça, c'est décidé au Conseil des ministres avant de nous leur proposer des hauts? Je ne sais pas. En tout cas, parce que une décision, je m'excuse, une décision de son prédécesseur, on est obligé de faire la continuité. La continuité, oui, l'État fonctionne comme ça. Voilà. On annule tout, on recommence à 0. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes, 0 baril produit. En tout cas, c'était pour moi un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur ce sujet-ci des hydrocarbures, quand nous ne maîtrisons pas les dossiers. Quand on a entendu M7 Museveni, le président ougandais, parler, qui nous offrait l'opportunité pour les blocs communs, je me suis dit pourquoi pas vous laisser intervenir notre chaîne Africa TV Network. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être parmi vous. Voilà. Et merci pour tout ce que vous faites aussi. Hein. Vous réveillez les esprits qui dorment encore. Par exemple, dans ce domaine, on a eu une réflexion commune quand il y a eu la navette au niveau de la Tanzanie. Et espérons que nos autorités vont se réveiller pour ça. Ok.
Les amis, là c'était un Congolais, monsieur Roger Lokakao, expert en hydrocarbures, en carburant. Je pense que c'est parmi les Congolais intelligents que le gouvernement doit puiser. Les poules là, les Congolais très intéressants qui sont habiles, n'est-ce pas, à aider le pays à avancer. Au revoir et à la prochaine.